Alors, voilà, je rappelle la thématique. Hein, on a impact du changement climatique et des pollutions sur la biodiversité. On a vu que c'est une vraie réalité hier, les deux, et que la conjugaison des deux phénomènes sont. C'est fini. Non, non, tu n'as pas fermé là, tu sonnes. Hein, voilà. Voilà. Et on va passer à la diapo numéro 1. Voilà. Et là, il y a vous avez tous dans la clé qu'on remettra, et à ceux qui sont arrivés aujourd'hui, à Lucien et à Madame Rode. Il y a tous la plupart des PowerPoints sont déjà dedans. Donc celui que je vous présente, il sera à l'intérieur de la clé. Vous pourrez y revenir tranquillement. Mais simplement, je vais vous lire. Je ne vais pas lire beaucoup de documents, mais là, je vais vous le lire parce que l'état de la biodiversité en France, impact du changement climatique. Ça pouvait paraître au départ un peu fumeux ou théorique ou confus. Les causes de l'érosion de la biodiversité, quelles sont-elles? Certaines causes naturelles peuvent expliquer la disparition d'espèces ou de milieux naturels, mais le rythme d'érosion actuel est largement attribuable aux activités humaines. Pendant une décennie ou deux, ça fait partie du débat entre les climato-sceptiques et les autres, et donc nous. Parce qu'effectivement, il y en a beaucoup qui nient que l'activité humaine aggrave la situation, aussi bien pour le réchauffement que pour la disparition d'espèces. La destruction et la fragmentation des milieux naturels liés notamment à l'urbanisation et au développement des infrastructures de transport aggravent la situation. Et quand on parle d'infrastructures de transport, ce n'est pas le développement des infrastructures ferroviaires. On voit bien que si on prend, et ce n'est pas Alain Patouillard qui me démentira, si on prend le réseau ferroviaire à la fin des années 40, qui est le fruit d'une construction lente mais continue d'un réseau de transport, on se rend compte que ça a été rabougri depuis et qu'on a perdu des milliers de kilomètres qui avaient été construits. Et ces rails-là, en gros, ils laissaient percoler l'eau, il y avait des abords herbés, le long des voies de fer, des chemins de fer, c'est pas goudronné, hein, et on avait une biodiversité qui était maintenue le long des chemins de fer. Depuis, ce qui a tué et qui a aggravé la situation, c'est le développement intensif de la voirie et des autoroutes. Quand vous pensez que l'emprise d'une autoroute, c'est 100 mètres de large minimum, voire plus les à côté. Vous allez à Montpellier, il y a 4 fois 3 voies aujourd'hui. 4 fois 3 voies, sur pas 1 kilomètre, sur 30 kilomètres. Donc vous pouvez voir l'emprise foncière que ça a pris, et surtout ce que le bétonnage de la zone et la capture de l'eau quand il pleut, ça a fait des concentrations de points d'eau qui sont ramenés par l'autoroute, qui entraînent encore d'autres problèmes à régler. Par exemple, on a la surexploitation d'espèces sauvages, ça va être abordé dans la semaine, jeudi ou vendredi, par notre ami Charles François, la surpêche, la déforestation, ça c'est un autre problème, c'est pas lui qui le fera, et le braconnage. Nous à Marseille, ça y est, on a eu déjà deuxième procès de braconniers de la mer qui alimentaient les restaurants de poissons pour touristes. Là, cette fois-ci, mais pourquoi ils ont été attrapés? C'est pas compliqué. C'est parce qu'on a mis quelques moyens de surveillance. Jusqu'à présent, il n'y en avait pas. Il y avait en théorie la loi, on est contre le braconnage, mais il n'y avait pas des gens pour contrôler qu'on pêchait d'une manière illicite à la pêche sous-marine ou autre pour alimenter des restaurants. On a les pollutions de l'eau, des sols et de l'air. Jusque dans les années 70, on ne parlait pas de pollution de l'air, par exemple. On parlait des pollutions de l'eau. Le Rhône, par exemple, vous savez qu'il était pollué, l'eau. Donc il y a des mesures, et je rappellerai aux amis du MNLE que notre ami Carpita, cinéaste, avait fait le premier film en 16 mm sur les pollutions du Rhône dans ces années-là, que le MNLE avait porté. Et on voyait les poissons flotter sur le Rhône, et puis surtout, on avait démontré que les rejets des villes et des industriels étaient mortifères pour le milieu et pour la population. Donc on a, depuis les années 90, maintenant on mesure ce qu'on appelle, à Paris c'est Air Parif, nous c'est Air PACA, Atmosud maintenant ça a changé de nom. On a dans toutes les régions des mesures de la qualité de l'air, mais avec des démarches qui sont parfois à la fois de qualité mais ciblées, c'est-à-dire qu'on évite de contrôler certains niveaux. Par exemple, il y a une association privée, comme toute association, mais
qui a mis des sacs à dos de mesure, c'est-à-dire des appareils de mesure sur le dos des piétons en ville. Et les piétons, ils ont continué à faire leur vie, c'est-à-dire aller travailler au bureau, à l'école et tout. Et on s'est rendu compte que les capteurs qui sont installés dans les villes ne sont pas au bon endroit. C'est-à-dire que ce n'est pas au niveau des nez des gens. Par exemple, la rue Breteuil et Paradis, à un moment donné, c'était l'horreur, mais elles n'étaient pas dans les radars des contrôles de mesure de la qualité de l'air, et des particules notamment. Dans le changement climatique qui peut s'ajouter aux autres causes et les aggraver. On a un cocktail aujourd'hui entre l'activité humaine diverse qui aggrave l'élévation de la température, mais aussi qui épande des polluants sur l'ensemble de la planète, qui fait qu'avec les guerres, par exemple, on a parlé hier, l'agent orange ou d'autres plaisanteries dramatiques guerrières font qu'aujourd'hui, on a sur toute la planète, de partout, une aggravation de la situation. On va passer alors à une présentation dans des rapports. Alors, déjà, il faut savoir qu'il y a un observatoire national de la biodiversité. Quand l'idée est venue, on a dit, merde, comment on va faire? Excusez-moi pour l'expression, mais on s'est dit, on est à poil parce qu'on parle toujours des rapports du GIEC. C'est très rare que dans la presse, on développe les rapports de l'Observatoire national de la biodiversité. Et pourtant, il y a des gens sérieux qui y travaillent et qui ont leur protocole à eux d'analyse. Là-dessus, je ne me prononce pas. N'étant pas un spécialiste, on pourrait toujours vous allez voir, on pourra toujours s'interroger sur pourquoi ils ont mesuré de telle manière ou telle catégorie d'espèces et pas les autres. Par exemple, l'espèce humaine n'est pas catégorisée, il n'y a pas de mesure sur l'état de santé de la population humaine, et ni par région, ni par tranche d'âge, il n'y a rien sur l'humain, mais qui fait partie de la biodiversité. C'est un observatoire qui regarde les plantes, les insectes, les espaces. Voilà. Et donc, on a la répartition de 50% des espèces est totalement inconnue. Si malgré les moyens qui sont mis en place, et qui sont quand même modestes, on regarde les enjeux, effectivement, on n'a que 50%. Ce qui pose la question, par exemple, la principale difficulté de l'étude des espèces est que même si toutes les espèces sont des types d'organismes, tous les types d'organismes ne sont pas des espèces. Explication. Par exemple, les oiseaux sont une sorte d'organisme, mais les oiseaux ne sont pas une espèce. Il existe plusieurs milliers d'espèces d'oiseaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour aller beaucoup plus loin dans la connaissance de la réalité planétaire, et ce serait que de la France, il faut développer d'autres moyens. Sur les oiseaux, on a la LPO qui fait un travail remarquable. Et je pense que le MNLE, dans les objectifs de convergence, de lutte et d'action et de travail, il faut remettre dans notre radar ce type d'association, et notamment la LPO. Ce qu'on n'a pas fait, objectivement, d'une manière régulière, depuis ces dernières années. On doit aller beaucoup plus loin. Parce que c'est des gens qui, ça peut paraître secondaire, mais qui s'intéressent au comptage d'oiseaux, à leur nourriture, à leur migration. Quelque part, ça aide à mieux agir sur le réel. Donc, on va avancer, parce que je ne vais pas faire non plus... Et là, on est sur 41% des zones humides emblématiques se sont dégradées. Je prends les zones humides, on a la Sologne, on a la Camargue, on a des... Et les zones humides, il y en a de partout. Par exemple, dans les Bouches-du-Rhône, à la commune de Fos, le maire de Fos, qui voulait s'opposer à la destruction des zones humides de sa commune, avait donné un avis défavorable à l'extension des zones industrielles des pétroliers. Et il y a 40 ans en arrière, quand j'étais jeune collaborateur au conseil régional, collaborateur au sens de travailler, il me disait, je suis menacé par les pétroliers, ils veulent apporter atteinte à ma vie, parce que je les empêche de se développer sur ma commune. Je dois dire qu'à l'époque, avec 40 ans de recul, je me disais, mais de quoi il parle? Moi, ce n'était pas dans mon radar de travail. Je me disais, de quoi il raconte? Et comme sa fille avait eu des menaces, il a démissionné de son mandat, il s'appelait Rossi. Voilà. Et il est parti se réfugier en Corse, tranquille, puisqu'il était d'origine corse. Au moins là, il a fini sa carrière politique dans la tranquillité. Mais ça veut dire que quand on parle de le film L'affaire Pélican, c'est pour pas parler de moi, mais le film américain avec des acteurs très connus, qui parle d'un pétrolier qui remplit les puits de pétrole vides par des polluants qu'il injecte à l'intérieur, c'est une réalité. Et les zones industrielles qui ont été salopées pendant des décennies, c'est une autre réalité. Donc les zones humides sont souvent les lieux privilégiés. Et comme l'urbain, la zone humide, c'est plein de moustiques, c'est plein de bestioles.
c'est pas vivable, quoi. On a diabolisé les zones humides dans la tête des gens. Ben, finalement, quand on les éradique, les zones humides, ben, on a gagné la civilisation, le progrès a fait un pas. Alors qu'en vérité, ces zones humides, elles ont une fonction sur les territoires. Et donc, comme dans le reste du monde, l'état des zones humides continue de se dégrader en France, comme ailleurs, rapporte la dernière évaluation décennale de ces milieux, dont les organismes internationaux le constatent. Les pressions humaines sont toujours aussi fortes. Et on voit bien que, alors vous l'avez sur la clé, hein, 11% du littoral est concerné en Méditerranée, 7% des massifs à tourbières, 34% des vallées alluviales, 22% du littoral atlantique, alors on y est là, voilà, et 15% en outre-mer. Mais je veux vous dire, là, nous on ne peut pas mesurer, je l'ai dit hier, peut-être j'étais un peu vexant, mais on est un petit pays en termes de taille, on a quand même développé des choses pour se protéger, on a des problèmes. Mais quand vous pensez qu'on parle de milliers, de centaines de milliers d'hectares qui sont défrichés d'un coup au Brésil ou ailleurs pour faire de la palme, de l'huile de palme ou de la monoculture, ou en Afrique, les prédateurs qui achètent des terres agricoles, ce n'est pas 3 mètres carrés. C'est-à-dire que sur la planète, les zones humides sont vraiment en danger et on a besoin de réfléchir. Nous, alors nous, on n'a pas les forces de s'occuper de tout, mais au moins de ramener à nos territoires. Et c'est pour ça que le débat sur Bassines non merci, ou par exemple Notre-Dame-des-Landes, ou par exemple l'opposition à certaines bretelles d'autoroutes ou autoroutes tout court, ou par exemple non aux Jeux Olympiques d'hiver dans les massifs alpins, prennent toute leur signification et on a les arguments pour aider aujourd'hui à bloquer et peut-être mettre en place une autre réalité. Voilà. Donc les zones humides sont très importantes. On a, et on va avancer, 11% des paramètres liés à l'état des écosystèmes sont inconnus. Ben, les chercheurs, par exemple, font des constats. Les politiques écoutent les constats et certains politiques referment les cahiers des constats et continuent à faire comme avant. Et notamment la surpêche, la déforestation, le braconnage, il s'agit des situations où nous utilisons de façon excessive les ressources naturelles, l'eau, le bois, l'énergie, les produits agricoles. Cela concerne des activités qui prélèvent trop dans le milieu naturel, au-delà de ce que le milieu peut régénérer. Et vous savez que maintenant, chaque année, on était passé du mois de septembre, on est maintenant en juin, on arrive à la consommation de la planète. Le jour de bascule où on a dépassé les capacités de régénération de la planète. Je crois qu'on est tombé au mois de juin maintenant. Et chaque année, malheureusement, comme on continue sur la même lancée, on régresse. Ça a des conséquences dramatiques. Voilà. Et en plus, on véhicule des idées fausses sur un certain nombre de choses. Par exemple, alors, notre ami, j'espère, je suis persuadé que Charles François, sur la ressource halieutique, il a dit, et les problèmes, tout ce qu'il va nous expliquer vendredi, ça va être très enrichissant pour nous dans son exposé. Alors, il y a un phénomène, puisqu'on a dit qu'on a fait le programme d'université d'été, qu'on allait s'occuper de l'impact sur la biodiversité en milieu urbain et en milieu rural, agricole. Mais en milieu urbain, le bétonnage, le surbétonnage, vous voyez, le chiffre qui est là est un chiffre modéré. 67 758 hectares an de surface artificialisée, c'est une moyenne. Ah, ben moi je suis passé à... Ah ouais. Les oiseaux, je l'ai raté, les oiseaux. Ah, ben je reviens en arrière. Mais j'accélère. Ben, c'est pour ça que j'avais... Voilà. Quelles sont les principales menaces qui menacent la biodiversité? La première, c'est la destruction de l'artificialisation des milieux naturels. Par exemple, la suppression des haies, on en parlait hier, ça a aggravé la situation. La destruction et l'artificialisation des milieux naturels sont principalement dus à l'échelle mondiale à l'intensification, à l'extension des surfaces agricoles. Je vous l'ai dit, l'agro-business, c'est terrible. Qui conduisent au déboisement de vastes surfaces forestières. On est moins concerné. En France, je vous ai monté hier, on va y revenir, la surface forestière qui a progressé. Ce n'est pas dans notre pays qu'on a ce phénomène le plus important. Mais par exemple,
les pays d'Amérique latine et africaine, c'est les premiers contributeurs à cette catastrophe, puisqu'on déboise à tour de bras pour dégager des terres agricoles et produire, quand il y a eu la vague, des biocarburants. L'agro-business qui fait... Voilà. Donc, et il y a moins de 24% d'oiseaux communs spécialistes. C'est-à-dire, par région, on a constaté, là, on le doit, je pense qu'il se sert beaucoup des comptages de la LPO. Voilà, on a vraiment, on avait invité la LPO, hein, mais comme nos rapports ne sont pas de bon niveau, parce que ça fait des années qu'on se regarde, mais on se dit, ils ne parlent pas, je pense qu'on arrivera un jour à les faire venir dans nos réunions. Je sais que Mme Rode, qui est ici présente, connaît très bien le sujet. En tout cas, elle participe à la CEPANSO, qui est une association locale qui travaille sur ces choses-là. Mais je ne sais pas si elle a les moyens de nous dire deux mots tout à l'heure. Et donc, je reviens à mon bétonnage. Le bétonnage, je disais, c'est un chiffre moyen par an. On ne mesure pas, par exemple, Marseille, je prends toujours ma ville parce que la région parisienne, je ne voudrais pas être désobligeant, et je connais mal. Mais Marseille, il y a un quartier qui s'appelle La Rose. La Rose, c'était des champs, il y avait des fermes, on faisait du lait. Annie pourrait vous expliquer qu'elle allait chercher son bidon de lait quand elle était petite, parce que ses parents, avec une modeste cabanon dans ce coin-là, c'est fini ça. Le béton a poussé pour accueillir les réfugiés d'Afrique du Nord, d'Algérie. Les réfugiés des pays noirs qui sont revenus. Mais il faut voir comment ça a été construit. Aujourd'hui, c'est un quartier de Marseille qui est inondable. Parce que le ruisseau qui traverse ce quartier, il est inséré dans du béton, et quand il pleut trop, ben, il déborde, et donc ça devient un quartier La Rose qui est en zone inondable, ce qui n'était pas le cas. Les sols ne percolent plus. On a des vrais problèmes. Voilà. Donc, et vous voyez, dans le béton, on voit fleurir dans la photo un peu de fleurs. Effectivement, de partout dans Marseille et à Paris, on a des plantes qui poussent, qui se frayent leur chemin. Et le problème, c'est les jardiniers des villes, c'est-à-dire ceux qui entretiennent des espaces verts. Jusqu'à présent, on éradiquait tout. La nouvelle approche aujourd'hui, c'est d'essayer de laisser les pieds des arbres buissonnés, de laisser un certain nombre d'espaces avec des plantes. Après, on passe d'un excès à l'autre. Donc, il n'y a pas trouvé l'équilibre encore dans les villes, mais il faut surtout enlever du béton et relaisser de la place à la terre et à la percolation de l'eau. Voilà. Alors, on va essayer d'avancer. Ah ben, les forêts urbaines, c'est pas gagné. Hein. Je le dis pour ceux qui... Alors, 61% de la croissance forestière prélevée pour les activités humaines. En France, c'est le cas, mais franchement, en France, on a une forêt privée qui bloque le fait que la forêt n'est pas entretenue et qui crée les grands incendies qu'on a pu connaître. Quand les landes étaient vraiment exploitées comme elles étaient exploitées à une époque, il y avait moins d'incendies et puis il y avait une production de bois. Mais comme le bois qui vient d'ailleurs est moins cher que le bois produit ici, c'est un peu comme le charbon, on arrive à des situations aberrantes où on abandonne des productions, donc de l'entretien, pour passer à autre chose. Et là, c'est le même texte, je ne vais pas vous le relire, hein, on arrive à des situations extrêmes. Et donc je passe à des questions maritimes, mais qui sont que survolées. Je m'en excuse auprès de Charles François. Alors on n'est pas dans le même ordre, je ne sais pas pourquoi. Bon, je vais trop vite. Hein. Alors, le changement climatique, on est bon là? Ouais, parce qu'on est deux, parce que moi je ne peux pas me relier à l'appareil, j'ai passé le câble. Tu dois cliquer trop fort. Ou je dois cliquer trop fort. Voilà, alors là vous voyez des grappes de raisin. Les vendanges ont lieu 18 jours plus tôt. Bientôt, on plantera du raisin jusqu'à Nord-Pas-de-Calais, voire plus loin, parce qu'effectivement, la courbe de température augmente. Et le degré du vin en PACA devrait augmenter aussi, puisqu'il y a plus de soleil. Mais bientôt, il y aura moins d'eau, il risque plus d'avoir peut-être même de vignes. C'est ça, quoi. On est dans une situation assez complexe. Le réchauffement climatique en cours modifie, perturbe ou menace le monde vivant. L'aire de répartition des espèces animales et végétales se déplace. Certains cycles végétatifs s'accélèrent. On est dans un changement qui prend... Maintenant, on le voit. Avant, on en parlait en théorie. Là, on est dans le concret. Le climat est lui-même déséquilibré par les activités humaines qui émettent trop de CO2 et de gaz à effet de serre. Par exemple, c'est vrai, certains me disaient, mais
On a besoin, quand on est plus âgé, de clim, surtout dans les zones très chaudes, pour se dormir bien la nuit. Mais le fait de mettre la clim, on aggrave encore l'effet de serre. Oui. Parce que la clim, non, mais selon les régions, il y a des gens qui utilisent la clim. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on va culpabiliser les gens âgés ou les autres qui ont besoin de fraîcheur? Est-ce qu'on ne peut pas faire de la fraîcheur autrement? Ça pose la question des maisons bioclimatiques. Pourquoi on continue à construire des bureaux avec des baies vitrées, par exemple, et de ne pas faire du couvert végétal? C'est des choses comme ça. Le changement climatique contribue à modifier les conditions de vie des espèces en forçant à migrer. On a des migrations. Les poissons en Méditerranée, maintenant ils commencent à arriver par le canal de Suez et d'ailleurs. Et la mer Méditerranée, elle n'a jamais été aussi chaude. Ça sera sûrement développé par Daniela Banaru et notre ami Charles-François le moment venu. Mais aussi, il y a des espèces qui préfèrent remonter vers le nord parce qu'elles ne veulent pas disparaître dans le migre comme les gens. Parce qu'on voit l'immigration humaine se déplacer, mais on ne voit pas l'immigration des oiseaux, l'immigration des insectes qui se déplacent, notamment les moustiques et autres, parce qu'effectivement, eux aussi s'adaptent, ils cherchent peut-être des lieux plus propices. Alors, on va essayer d'avancer ensemble. Hop, c'est là, on est bon? On est bon. Voilà, alors, à part que moi, l'écran, il ne veut pas se mettre, c'est ça qui est bizarre. Ça y est. Alors, 24% des eaux classées en aire maritime protégée. Vous allez me dire, oui, il y a effectivement, qu'est-ce que c'est une aire marine protégée? Donc, les gens qui regardent la biodiversité, ils comptabilisent aussi ce qu'on a pris comme mesure pour protéger la biodiversité. Les aires marines protégées sont des outils, un zonage avec des mesures d'accompagnement qui permettent de protéger des espèces. Par exemple, ça a permis de faire reproduire des poissons, de protéger des posidonies, de protéger des micro-organismes, du corail. Bon. Alors, elles sont délimitées en mer qui répondent à des objectifs de protection de la biodiversité marine et qui favorisent la gestion durable des activités maritimes. Les aires marines protégées françaises se caractérisent par leur grande diversité. Ben, nous, la France, le fait qu'on a des surfaces maritimes dans l'océan Pacifique, hein, à l'océan Indien, avec les Comores, l'Atlantique et la Méditerranée, on a vraiment besoin de... Voilà. Et la Manche. Bon, je ne ferai pas de commentaires. Il n'y a pas d'aire marine protégée. Bon, moi, je veux bien. Hein. Enfin, sauf si Charles-François montre l'intérêt de la Manche, on la proposera, mais voilà, il n'y a pas. Bon, voilà. Alors, c'est bien de dire des choses, mais encore faut-il voir l'intérêt. Ouais. Ah ouais. Alors, moi, je suis passé à 6% des habitats. Hop, voilà. Alors, 6%, moi, ça m'a choqué, je vais vous dire pourquoi. 6% des habitats marins ou côtiers bien conservés. Ça veut dire qu'il y en a 94% qui ne le sont pas. C'est fabuleux. Ça, c'est l'art de l'administration. Quand on fait des rapports, on valorise certaines choses. Mais là, alors par contre, la littérature nous dit que 67% des récifs d'outre-mer sont couverts par une aire marine protégée. D'ici 2025, la France est engagée à protéger l'intégralité de ces récifs, toujours les mêmes, hein, il n'y en a pas de plus. Les océans nous fournissent des services écologiques fondamentaux, dont celui de la régulation du climat. Ça, on le savait. Ça veut dire que chaque fois qu'on perturbe les conditions océaniques, ça modifie le climat sur l'ensemble de la planète. Et tout le monde le sait, le Gulf Stream, s'il venait à ralentir vraiment ou à changer, ça serait encore plus grave pour nous. Mais bon, tout ça, ça ne donne pas ces rapports-là. Attention, moi, ce n'est pas ce que je pense complètement, mais ces rapports-là ont le mérite de regarder, de développer, de tuer scientifiquement. Là, je n'ai pas les propositions qu'ils font pour que les politiques publiques, par exemple, puissent changer la réalité dans le bon sens. Donc, je vais essayer de ne pas me tromper de diapo. C'est bon, là, madame? Voilà. 1,8% des surfaces forestières classées en aire protégée. C'est encore moins que la qualité des l'habitat marin, quoi. Et là, sur la forêt, moi, je reste convaincu que tant qu'on ne règle pas le statut des forêts privées, on est vraiment en PACA. Quand vous passez le long de la 8 qui va vers Nice,
vous regardez des deux côtés, à part les vignobles dans le Var, le reste, qui sont privés aussi, mais qui sont des aires agricoles, on se retrouve avec des forêts où il n'y a presque plus que des résineux, alors que dans le Var, il y avait beaucoup de forêts de chênes. Et donc le résineux, ça brûle très bien. Et comme ce n'est pas entretenu, dès qu'il y en a un qui démarre, s'il y a du Mistral, ça fait des kilomètres et des kilomètres. Alors, par exemple, les rapports pointent quand même, ça c'est pas moi qui le dis, je le pense, mais je ne l'avais pas écrit, ils disent qu'une des façons responsables de limiter la perte de biodiversité dans les forêts, c'est d'arrêter d'acheter des bois exotiques, privilégier les sources labellisées, limiter la consommation de viande et limiter l'achat de produits contenant de l'huile de palme. Ça, c'est des choses que nous disons nous-mêmes, mais en même temps, dans les faits, les décideurs, c'est pas ce qu'ils font. On a un vrai problème là-dessus. Hein. Alors là, c'est un vrai débat avec les barrages. Il y a des barrages. Ah, chaque fois. Non, là, et pourquoi je saute à chaque fois? Si, c'est là. Ouais, non, mais j'étais là. Là, c'est l'obstacle à l'écoulement des eaux tous les 6 km. C'est ça, ça me surprenant. Mais sur toutes les rivières, les ruisseaux, les fleuves, on a des obstacles dans l'eau qui perturbent l'écoulement naturel de l'eau. Alors certains sont utiles du point de vue humain. Par exemple, nous, je plaide pour le Sud, s'il n'y avait pas eu les grands ouvrages hydroélectriques d'après-guerre, et même à l'époque, au 19e siècle, le barrage d'Adam de Craponne, c'est ça, Gast, on aurait une ville, Marseille, qui n'aurait pas eu le développement qu'elle a. C'est clair. Donc d'autres écolos qui disent qu'il ne faut plus de barrages et tout, si on n'avait pas fait certains équipements, on n'aurait pas maintenu la vie sur le littoral en Provence. Par contre, c'est différent d'avoir un barrage qui laisse quand même couler de l'eau et en prenant des mesures de protection des lits, des rivières, que de faire aujourd'hui des prélèvements massifs de la ressource en eau pour les stocker dans des barrages artificiels qui ne s'écoulent pas, qui stagnent comme les bassines. On est sur une logique différente. Et l'idée, alors, il y a des idées qui ont avancé, parce que moi j'essaie de décrire une réalité qui peut paraître noire, mais il y a quand même des idées qui ont fait du chemin. Par exemple, les sas à poissons dans les rivières, pour permettre aux poissons de remonter les passes à poissons. Le fait, pas que pour les saumons, pour tous les poissons, ils ont fait des équipements, les débits réservés. Malgré, par exemple, les années les plus terribles de la Durance, le barrage de Cerro-Ponçon a été obligé de maintenir un débit réservé permettant un équilibre écologique dans la Durance. Ça veut dire que, pourquoi je dis ça? C'est pour qu'on ait une approche contradictoire et mesurée de tout ce qu'on dit. Il ne faut pas être catégorique en disant c'est tout noir ou alors c'est euphorique. Non, il y a des réalités contradictoires qui avancent. C'est ce que disait Chloé Morel sur la couche d'ozone. Là, il y a par exemple des mesures qui ont été prises pour la Durance, mais vous savez qu'on a une blague qui nous arrive. C'est que les concessions des barrages arrivent à terme et remis sur le métier le fait de concéder les barrages à des sociétés privées et de morceler la propriété des barrages. Et là, on peut se retrouver dans la situation que toutes les mesures préventives concrètes qui ont été prises pour protéger la ressource en eau et le milieu peuvent être balayées d'un revers de main par des gens qui seront mercantiles et qui voudront aller de suite rentabiliser leur investissement. Voilà. Donc, on n'est pas... Mais par contre, les grands ouvrages hydroélectriques sont plus à l'ordre du jour, en tout cas en France. Voilà. Alors, je vais essayer de ne pas me tromper la diapo. On est bon là? C'est ça? Écosystème forestier. C'est bon. Alors, vous le lirez plus précisément, parce que de loin, je ne sais pas si vous arrivez à lire, pour ceux qui ont des bons yeux, les 10 plus grandes forêts du monde. Vous avez la liste, parce qu'il y a encore des grandes forêts, heureusement. Voilà. Les forêts tropicales de Birmanie, la forêt tropicale de Valdivian, la forêt tropicale humide à Bornéo et compagnie, la forêt de Primorai, je ne sais pas le dire, l'Amazonie, il y a encore des grandes forêts, heureusement. Mais on est aujourd'hui confronté à la déforestation de ces forêts par des compagnies bois précieux, agricoles, agrocarburants et autres compagnies. Et donc, les écosystèmes forestiers sont des zones du paysage dominées par des arbres constitués de communautés biologiquement intégrées de végétaux, d'animaux et de microbes, ainsi que des sols locaux, substrats
et des atmosphères climat avec lesquelles ça interagissent. C'est bien connu que l'Amazonie, en temps normal, est producteur de régulation de climat. Mais si on défriche trop, ben, le régulateur, c'est comme votre voiture, c'est le même problème, elle va dérater, quoi. Voilà, on a plutôt intérêt à être dans les combats internationaux, je le dis pour nos amis du MNLE, pour nous, à être dans des combats internationaux, même si on est en France, et dans le 9-3 ou dans le 13, ou dans le Pays de Loire, on a intérêt à être solidaire et interagir avec ceux qui agissent dans ces régions-là pour maintenir un certain nombre de biotopes et de biodiversité. On a plutôt intérêt de ne pas rester indifférent, même si ça semble lourd comme combat à porter, mais si on le fait ici, le font là-bas, on le fait ailleurs, tout ça additionné, ça peut faire de l'influence pour changer les choses. Là, je crois que je ne me suis pas trompé. Moi, je suis toujours bon, hein, parce qu'en vérité, j'ai l'impression d'être bavard, mais le temps, je suis rapide. Alors, on a un problème, ça pose la question de, et je le dis pour nos amis fonctionnaires, actifs ou retraités, il y a plutôt des retraités maintenant, c'est sur les moyens qu'on se donne sur ces questions de biodiversité, de climat et autres. On a obtenu plus 25% de données sur la biodiversité. Vous avez un graphique ici présent. Il n'en reste pas moins, et moi je persiste et je signe, on n'a pas tous les moyens qu'il faut aujourd'hui pour suivre ces questions. En milieu universitaire, il manque de moyens, en laboratoire, on a transféré au privé, par exemple, tout ce qui concerne l'eau potable, la recherche et les analyses au privé. Voilà. On a transféré à des bureaux d'études les réflexions techniques et les solutions à mener pour aménager le territoire. Voilà. Il n'y a plus l'apport des services de l'État auprès des mairies. Pourquoi on concentre les mairies aujourd'hui ? Vous pouvez avoir le sentiment que je m'éloigne du propos. En vérité, j'essaie de m'en rapprocher au plus près. Quand vous êtes un habitant d'une commune de moins de 500 habitants, qui fait 300 hectares, 500 000 hectares, je sais pas, il y a des communes rurales qui sont très étendues. Avant, c'est quand ? C'est pas au siècle dernier. Si, c'est au XXe siècle. Tu avais dans les années 50 jusqu'aux dans les années 80 des services de l'État décentralisés auprès des préfets, les DRAF, les DDE, les DDT, enfin l'ONF et compagnie, qui étaient au service des maires. Par exemple, un maire, moi je l'ai vu dans les Alpes-Maritimes, qui voulait développer la filière bois sur sa commune de 300 habitants, il s'appuyait sur l'ONF qui venait gratuitement, payé par l'État, pour lui donner les conseils et passer les marchés pour avoir les bonnes entreprises qui venaient élaguer de bonne manière le bois pour le valoriser et permettre à la forêt de se régénérer. Et quand il y avait des forêts privées, de dialoguer avec le privé, parce que le maire est dans une situation contradictoire. C'est son administré qui l'élit, et donc s'il commence à lui dire « tu n'as pas le droit de faire ça », alors que s'il y a l'homme de l'art qui vient, quelqu'un qui a du recul par rapport à la commune, il est plus à l'aise pour le faire. Voilà. Donc ces services de l'État ont été desséqués, coupés, détruits, il n'y a plus rien. En gros, il y a des fonctionnaires à la préfecture qui contrôlent les actes administratifs des communes qui passent des marchés. Donc démerdez-vous, passez des marchés pour avoir du conseil. Mais le problème, le marché a un coût. Alors qu'avant, c'était les services de l'État qui prenaient en charge directement le salaire des fonctionnaires, qui avaient des compétences. On avait des vrais gestionnaires de la forêt. On avait des vrais ingénieurs territoriaux. Aujourd'hui, on n'a plus que des spécialistes du passage des marchés. Oui, non, mais c'est un vrai problème. Et quand je dis qu'on n'a pas, on a gagné plus de 25%. Mais en même temps, il y a le débat citoyen qu'on devrait avoir sur les indices en écologie. Est-ce que les indices utilisés par les laboratoires aujourd'hui sont suffisants ou pertinents ? Est-ce que les indices sont des indices qui intègrent les préoccupations citoyennes ? Moi, je ne suis pas sûr. Ça, ce n'est pas dit dans les rapports. C'est votre président du MNLE qui vous le dit aujourd'hui. Avec la marge d'erreur que je peux avoir, je peux me tromper complètement. Mais je pense qu'on devrait, sur ces questions-là, être producteur de propositions pour demander à ce qu'on mette en débat, avec les gens qui le veulent, dont nous, la question du suivi scientifique. Par exemple, l'indice de Shannon, qui permet de calculer la diversité spécifique, c'est-à-dire le nombre d'espèces dans un milieu donné. On pourrait aussi calculer la diversité en divisant le nombre d'espèces par le nombre d'individus. Il y a plusieurs débats, y compris entre spécialistes, entre scientifiques,
qui permettent ou pas d'approcher la réalité au plus près. Il y a des indices, et c'est ce que font souvent ceux qui calculent les marchés, l'évolution du coût des marchés publics, des indices de prix, de coût, de référence qui, eux, sont bien calculés pour faire augmenter la part du consommateur, sa contribution au service. Par contre, les moyens d'améliorer la connaissance, moi, je m'interroge sur qu'est-ce qu'on met vraiment. Peut-être qu'en aparté de son intervention, Daniela Banarou ou peut-être Charles François nous parlera des moyens et de sa compagne, ici présente, je ne l'oublie pas, nous donnera des éléments sur la ressource financière qui est allouée à la recherche. Moi, je serais curieux qu'on étudie un jour sur cette question. Alors, on va avancer. Et là, ce n'est pas un pélican, je vous rassure. Je le dis parce que de profil, ça pourrait me ressembler. C'est une aigrette. Voilà. Les espèces protégées se portent bien dans 46% des sites humides. Le problème, c'est qu'il y a tous les autres pourcentages. Qu'est-ce qui se passe? Si on regarde les diapos précédentes, il y a des espèces qui disparaissent ou qui migrent ailleurs. Voilà. Et en 2020, dans les sites humides, donc depuis 2020, en 3 ans, les choses s'accélèrent. Alors, en 2018, un consensus scientifique établit que la protection des habitats et des espèces est le milieu moyen de défendre la biodiversité, à la condition que la protection soit réelle dans les parcs et réserves. Alors, je vous donne un exemple, le parc national des Calanques, qui est un parc dans les Bouches-du-Rhône, qui est un parc qui est le premier de sa génération, nouvelle génération de parcs, le plus étendu, et à la fois terrestre et maritime, avec des aires adjacentes importantes. Vous savez combien il y a d'agents du parc pour surveiller tout ça? Une quinzaine. Et après l'été, pour aller en mer, ils emploient des emplois, comment on appelle ça, services civiques, 6 mois, la période d'été, pour renforcer les équipes dans les bateaux. Ils ont mis une maison du parc sur l'archipel du Frioul, elle ouvre 2 heures par jour. Parce que quand on fait le planning, c'est les mêmes qui ouvrent qui a pour vocation d'éducation, d'expliquer aux gens le milieu particulier, fragile de l'archipel du Frioul. Les mêmes personnes, après, le partent sur les sentiers, contrôler que personne ne piétine rien et tout. On est dans le déni de la réalité, on est dans le verbe, on est dans l'apparence, on est dans le clinquant, mais il n'y a rien. C'est préoccupant. Et dans vos parcs à vous, dans le nord de la France ou ailleurs, le parc des Écrins, il y a de moins en moins Et quand ils ont constitué le parc des Calanques, pourquoi je parle toujours du parc? C'est pas pour apparaître sudiste. C'est parce que, comme il était innovant et de nouvelle génération, pour constituer le noyau dur de son personnel, ils ont pris dans chaque parc des moyens. C'était un budget constant des parcs. Voilà. Et après, l'État fait le tour de force, le préfet, il y a un conseil d'administration du parc d'aller chercher des moyens dans les collectivités locales qui ont déjà beaucoup de charges et beaucoup de responsabilités. Et du coup, ça donne peu de moyens à l'université ou au CNRS pour développer des recherches vraiment avec des gros moyens. Donc, ils passent du temps, peut-être pas Charles François, les gens allaient chercher des contrats privés, dans le privé, pour développer des recherches qui ont pour une vocation économique par la suite. On va avancer. Ouais, je suis presque beau. Alors là, maintenant, on est sur les mammifères. Alors, les mammifères, 21% des mammifères des milieux humides sont menacés. Il n'y a aucune statistique sur l'humain dans les villes. Non, c'est chaque fois qu'il passe, lui, il grogne, je vous le dis. Il n'aime pas les passages. Alors, depuis 2009, un moratoire a été décidé jusqu'au 30 juillet 2018 pour le courlis, cendré et la barge à queue noire. Ça veut dire que depuis, moi je vous l'ai mis parce que c'est rigolo, depuis 2018, quid. Ah. Par contre, moi la chasse au gabian, j'aurais bien aimé qu'il ouvre à Marseille parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Alors, au gabian. Mouette. Là, c'est une espèce protégée mais qui prolifère dans les poubelles. Ouais. Alors, pour ce qui concerne les zones humides, non, c'est les gabians, madame. Non, mais ton goéland, il ne fréquente pas ma poubelle, madame.
Mon gabier à moi, il ne se nourrit pas en mer de poissons. C'est une chaise pour les poissons. Il plonge dans les conteneurs restés ouverts. Ils deviennent agressifs même quand c'est fermé. Non, mais et c'est protégé. Par contre, il y a d'autres espèces qui ne sont pas protégées. Alors, vous avez une liste, je vais pas d'animaux protégés ou pas. Moi, je suis sur les moyens de la protection, je suis toujours rêveur. Voilà. Alors, il y a une pollution à laquelle vous attendez pas. Moi, je l'ai vécu en direct sur l'archipel du Frioul. C'est la pollution lumineuse. Alors ça, les agents du parc, il y a quand même des techniciens. Dans les réunions publiques, quand on parle de l'éclairage du port de plaisance du Frioul, ils viennent expliquer qu'effectivement, la pollution lumineuse du port, elle perturbe la procréation des oiseaux ou des poissons dans le port. Ce que je peux comprendre. Donc il y a tout un travail à petite échelle qui est fait d'orientation des éclairages sur le long des quais. Ça peut paraître bizarre, mais c'est important, pour limiter l'impact de la pollution lumineuse sur la biodiversité locale. Mais on l'a de partout. Alors, sous couvert de ça, le Frioul, je vais vous dire, pendant qu'on parle de ça, ça fait depuis que je suis en charge d'un dossier au Frioul, ça fait depuis 2010 à peu près, qu'on parle de réparer la digue est du port du Frioul, qui, quand il y a le vent d'est, le coup de la baie, emporte tout. Ça fait depuis 2010 qu'on parle de faire des travaux, qu'on a fait des études, on a même présenté une belle maquette récemment, et à cause des Jeux Olympiques, ça a été reporté un peu plus tard. Surtout qu'il y avait la partie maritime des Jeux Olympiques qui était basée dans le port du Frioul. Imaginons qu'à ce moment-là, il y a un coup de la baie. Et la station d'épuration de l'archipel du Frioul, ça fait 20 ans qu'on fait des études pour passer du système actuel à un système en roselière. Et là, on est en train de réfléchir aux surfaces supplémentaires nécessaires permettant la protection de la biodiversité du Frioul pour l'étendre à la station. Mais ça fait 20 ans qu'on attend la station. Pendant ce temps, tout part à la mer. Hein. C'est-à-dire que le temps de réaction des décideurs est effrayant. Alors moi, je m'amuse de temps en temps avec ça, parce que localement, c'est une galéjade marseillaise. Mais pour ceux qui connaissent les finances publiques, chaque année, on inscrit des autorisations de programme, des AP. AP, c'est autorisation. C'est-à-dire qu'on inscrit dans le budget des lignes financières qui fait qu'elles sont inscrites. Ce n'est pas du numéraire, ce n'est pas des billets. On inscrit dans le budget des lignes pour faire ces travaux. On ne peut pas les mettre ailleurs. Donc on ne fait pas d'autres travaux parce qu'on a bloqué les crédits, mais ils sont bloqués, mais ils ne sont pas dépensés. Ce qui fait que budgétairement, les crédits de paiement, c'est-à-dire l'argent, la vraie dépense, ça fait 20 ans pour certains dossiers qu'on attend le truc. Mais beaucoup d'endroits, c'est comme ça. Là, je vous fais du Marseillais parce que c'est une réalité. C'est pas faux. Mais on n'est pas à Martigues. À Martigues, c'est différent, c'est mieux géré. Mais nous, c'est comme ça. Voilà. Et dans le Nord, Pas-de-Calais ou en région parisienne, c'est moins pire. Hein. Mais il doit y avoir des choses comme ça. Voilà. Dans la pollution lumineuse, je le dis pour mes amis, dans les communes, puisqu'on est tous des urbains la plupart du temps, sauf ceux d'Audange. Voilà. Et dans le 9-3, il y a quelques ruraux. Voilà. Ceux qui sont dans les franges de Mitry-Mory, là, il y a quand même des 77. Il n'y a pas d'aéroport. De 77. Ah oui. Conséquence d'un aéroport. Si, elle est bien. Ouais. Plus d'aéroports, plus les avions qui passent. Dans les avions, on a vu ça hier, c'est effrayant. Alors là, on continue à avancer, on est bon. Hein. Les 6% des écosystèmes humides remarquables sont bien conservés. Vous voyez, ça, si vous vous rappelez les premières diapos, vous aurez le temps d'y revenir, parce que vous les avez. Vous regarderez bien les premières diapos que je vous ai passées sur les zones humides et puis vous regardez ça. Dans les rapports, pour être équilibrés, et c'est pas faux, ce qui est écrit là est vrai. Il y a une forme d'équilibre. Mais quand on voit les pourcentages de territoires concernés, c'est quand même pas beaucoup. 6% des écosystèmes humides remarquables sont bien conservés, mais tous les autres. Ouais. Par exemple, la zone qui va le détruire dans le Pays de Loire, où je sais bien que Jean-Paul Martel s'en occupe, voilà. Ceux qui voulaient faire un port, là, tu sais, là, chez vous, là. Tout ça, ces zones-là, elles ne sont pas là-dedans. Hein. Elles sont déjà sacrifiées dans les rapports. C'est-à-dire qu'on ne parle plus de certains endroits parce que c'est programmé pour être détruit. Alors, par contre, il est dit que les zones humides comptent parmi les écosystèmes les plus efficaces pour stocker le carbone. Eh bien, autant les supprimer, comme ça on aggrave l'effet de serre. Voilà.
Bon, je vous passe à la mangrove et tout. Alors, on avance. Voilà, et on est là. Voilà. 1,4, c'est fabuleux ces chiffres. Moi, je vous dis, je vous ai voulu vous les présenter pour vous faire réfléchir. 1,4% des terres sous protection forte. C'est quoi? Par exemple, c'est le parc de la Courneuve. Il doit rentrer dans le calcul. La partie qui n'a pas été détruite, elle est considérée comme protégée. Mais ils en ont détruit, ça a été dit par Mme Mercier hier, 14 hectares. C'est ça, hein? On peut, à Marseille, on est en train de se battre pour que les zones agricoles ne soient pas déclassées. Alors on dit, mais à quoi ça sert? Des zones agricoles en ville. Et oui, ben, il y a des fermes pédagogiques, il y a des producteurs de maraîchage à Marseille. Voilà. Et ben, on est en train de nous expliquer, pour certains, que le béton est plus favorable que ça. Tous les dire un mot, monsieur? Oui, je me demandais c'est quoi la différence entre sous-protection et sous-protection forte? Ah ben, ça veut dire que tu renforces la protection. Mais tu sais, alors, c'est par exemple quand tu dis j'ai interdit de construire là. Bon. C'était inscrit dans le plan d'occupation des sols qui s'appelle maintenant le plan local d'urbanisme. Tu renforces la protection, tu mets un zonage qui devient une zone naturelle. Et après, pour te rassurer du coup, tu fais une zone naturelle classée boisée. Eh bien, il suffit qu'il y ait la loi olympique pour que le tracteur il passe dessus, il te rase tout. Hein. Voilà. C'est-à-dire que c'est... Voilà. Nous, par exemple, les zones Natura 2000, pour faire la loi littorale interdit, et le préfet des Bouches-du-Rhône, il fait détruire les cabanons historiques. Alors, je fais une parenthèse affective. J'avais pas de cabanon, mais je trouve scandaleux. La loi ne peut pas avoir une application rétroactive dans certains domaines. Quand tu as un cabanon le long du littoral, avant la loi littorale, ce cabanon, il a une vertu. Si tu le rases, tu ne peux pas le reconstruire. Mais s'il existe, tu n'es pas obligé de le détruire. Ça fait partie d'un élément du territoire qui existe. Le long du littoral marseillais, tu as la loi littorale qui s'applique. Le préfet, il fait détruire des cabanons qui existent depuis des décennies, mais il permet à des gens d'installer des horreurs pour faire des activités commerciales, du moment qu'elles sont démontables. La notion de démontable est relative. Et par ailleurs, la loi olympique fait qu'on a construit dans l'eau, carrément, la cité olympique de Marseille. Alors les Marseillais sont contents parce qu'on va la garder, ils ne vont pas la démonter. C'est un beau bâtiment, mais il a été construit en vérité dans une zone qui n'est pas constructible. Inondable et pas constructible. Voilà. Ça veut dire que tu vois, la notion de protection, quand on l'a sur un territoire et qu'on veut agir, il faut à la fois être pugnace, bien regarder les textes, s'appuyer sur les textes, mais ne pas se faire d'illusions sur la capacité de celui qui veut faire du pognon. Parce que celui qui veut faire du pognon, s'il a les services de l'État et le Parlement avec lui, il fait changer la loi et ta notion de protection elle devient relative. Même si le territoire garde un caractère particulier. Il y aura marqué toujours sur la planche que c'est un territoire inondable. Et toujours pareil, je vous dis ça parce qu'à Seine-Saint-Denis, il y a des rivières, on connaît la Seine et puis on dit il y a la Seine. Non, il y a des affluents de la Seine, il y en a pas mal. À combien d'endroits on a construit des bureaux ou des immeubles dans des zones inondables et tu sais comment il fait le préfet? C'est le préfet parce qu'in fine, c'est les services de l'État qui tranchent le débat. Ben, nous à Marseille, pour construire autour du stade Vélodrome, il y a l'Uvonne. Le maire de Marseille se tourne vers le préfet, la préfète, il lui dit, la sous-préfète qui était là, vous allez me régler ce problème de zone inondable. Elle se tourne vers ses services, il n'y a pas de problème, il va falloir construire en hauteur. Donc tout le rez-de-chaussée est réputé inondable. Donc tous les magasins qu'ils ont implantés autour du stade Vélodrome, les mecs qui se sont fait rouler dans la farine, si demain il y a une catastrophe avec l'Uvonne, ça peut arriver, ils seront inondés, ils ne seront pas indemnisés, parce qu'en vérité, tous les rez-de-chaussée sont inondables. Mais c'est des commerces. Hein. Voilà. Donc, voilà ta question, la réponse que je peux y apporter, sachant qu'après, il y a des réponses très techniques, que je ne rentrerai pas dans le détail. Voilà. Par rapport au cabanon, là, je reviens là-dessus. Ah, chez nous, ouais, c'est terrible. Moi, je pense à la zone d'Arles, avec tout ce qui a été enlevé, côté des cabanons Ouais. et de Beauvais.
Alors, on va y revenir. Je note la question. Je vais y revenir. J'essaie de finir les quelques diapos qui restent. Hein. Alors, 20 293 espèces endémiques non éteintes. Alors, il y a 8 espèces disparues qui vont vous surprendre. Vous avez la liste dans la clé USB. Voilà. Une espèce est dite endémique lorsqu'elle est présente exclusivement dans une région géographique délimitée. L'aire de répartition limitée des espèces endémiques les place potentiellement parmi les premières espèces qui risquent d'être menacées d'extinction, c'est-à-dire de disparition totale. Le gabion de Marseille, qui est un goéland ou une mouette, n'est pas menacé. Par contre, le rat n'est pas menacé. Par contre, il y a d'autres espèces, le phylodactyle ou d'autres espèces qui sont menacées de disparition régulièrement. Et le pélicani, à Marseille, est une espèce protégée. Il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Voilà. Un poil court, ouais. Voilà. On est presque au bout, comme ça on pourra débattre un peu. Et on va faire le test de Bannourou après, avant qu'elle arrive. Alors il ne reste plus que ça. Voilà. Donc là, je suis sur 7% de bois. Les bois sont favorables à la biodiversité en forêt. C'est certain. Alors, on dit que la forêt qui est entretenue, elle permet le développement du bois. C'est vrai, une forêt qui est entretenue, elle permet de faire pousser du bois. Quand le bois pousse, il cristallise, il fige, il capte du CO2. Une forêt qui se décompose, des arbres qui tombent par terre, qui se décomposent, c'est pas forcément bon pour les émissions de CO2. Par contre, la biodiversité se développe dans ce qui est pourri aussi. C'est-à-dire que le mix entre les deux est très bien. Alors c'est difficile à faire admettre à certains que par exemple un certain nombre d'espèces microbiennes, des vers, ce qui fait que la fertilité des sols, souvent elle est due à des microbes, à des vers qui sont dans le sous-sol, dans le sol, et qui permet d'aérer, d'apporter. Et l'humus est souvent le résultat de ce travail-là. Donc on n'a pas intérêt à labourer profond et à détruire les surfaces. Voilà. Alors les forêts couvrent près de 31% de la planète et abritent plus de 80% de toutes les espèces terrestres d'animaux, des plantes et des insectes. Alors en France, on n'échappe pas à la règle, la forêt a progressé par la déprise agricole. Ailleurs, il y a un équilibre précaire maintenant entre les surfaces existantes il y a 20 ans, 30 ans et aujourd'hui. On déboise à tour de bras. Y compris ce qu'on va connaître comme un phénomène, à mon avis, ça c'est pas scientifique, je vous dis, c'est le fait qu'il y a une exode rurale très importante dans les pays africains et Amérique latine, où les gens vont vers les villes pour avoir accès à des soins, à l'hygiène, à de l'habitat et tout. Ils quittent les zones rurales qu'ils cultivaient. Donc on va avoir sûrement la forêt qui va regagner ces espaces-là. Et oui, parce que quand il y a les populations qui partent, sauf quand c'est des industriels qui les remplacent et qui, eux, mécanisent l'agriculture. Voilà. Bon, alors après, on en est là. Hein. Alors là, moi, je voudrais Marseille dans les calanques, des plantes exotiques. Alors, c'est nous, les Marseillais, on cumule toutes les difficultés. Hein. Des plantes exotiques originaires d'autres continents, les griffes de sorcières, figuier de Barbarie ou encore agave d'Amérique. Nos territoires sont conquis par des choses qui viennent de l'extérieur. Et ce n'est pas forcément l'immigration humaine qui pose le plus de problèmes. Parce que ces espaces qui arrivent affaiblissent la présence d'autres espèces qui étaient locales. Ces fameux trucs endémiques. Parce qu'on a parlé tout à l'heure des mammifères endémiques, mais on a des plantes de chez nous qui disparaissent parce que leur espace est grignoté par d'autres qui arrivent. Et on importe des fois des choses. Ben, les gens qui jettent à la poubelle, par exemple, c'est un acte. On jette à la poubelle le cadeau qu'on a reçu. Les voisins sont venus, les amis, ils nous ont fait le cadeau de plantes exotiques. Au bout d'un moment, hop, on la met à la poubelle. Chez nous, ça part dans la benne. Et la benne, elle partait avant en entrecin. Elle était compostée, on va dire, naturellement. Mais les graines, elles partaient. Bon, ou les trucs partaient. Là, ça part à l'incinérateur.
Mais globalement, les gens jettent tellement de choses qu'à bout d'un moment, ça... Et puis, ça essaime. Par exemple, le mimosa, c'est une très belle plante, mais ça a stérilisé des collines entières vers le Tameron, tout ça. Le mimosa, aujourd'hui, c'est la plante dominante dans les Alpes-Maritimes. Les lauriers fleurs, c'est une catastrophe. Alors, moins médiatisé que les espèces animales, invasives, les plantes exotiques envahissantes n'en sont pas moins féroces et se révèlent de redoutables concurrentes pour les plantes locales, avec à la clé des impacts négatifs sur les écosystèmes. Ça, par exemple, sur le Frioul, moi ça m'avait choqué au début, après j'ai fini par l'admettre, le parc naturel des Calanques a arraché toute la plus grande partie des plantes invasives, les agaves et autres. Pourquoi? Alors ça fait des montagnes, et pour ça, alors comme il y a un coût de transport du Frioul vers ailleurs, ils ont trouvé la solution, ils le compostent sur place. Problème, il y a du vent, quand ils compostent, il y a des phases où il y a des graines, donc ça repart. Donc je pense qu'on est sur un cycle destruction-reconstruction permanent sur le Frioul de ces genres de plantes, parce que je ne vois pas comment ils peuvent empêcher. Mais bon, on va espérer que ça maintient l'emploi des agents du parc. Au moins ça. Alors, je vous l'ai mis hier, je vous la remets parce que c'est flagrant pour moi. Jusqu'à présent, je ne m'en préoccupais pas. Je dois reconnaître que grâce au BNLE, je suis amené à m'intéresser à plein de choses. Et j'arrive au bout de mon truc. Il y a 2 espèces de papillons de jour sur 3 qui ont disparu d'au moins un département. Moi, je vous invite, même en région parisienne, en Pays de Loire, ailleurs, à regarder cette question. On a un gros souci. Voilà, on a un souci parce que ça veut dire que c'est une dégradation du milieu. On a une activité qui se développe qui est préjudiciable. Par exemple, dans les villes, la plupart du temps, et c'est pour ça que je disais de manière provocatrice, est-ce qu'il faut éradiquer le moustique? Je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre le prédateur naturel des mouches et des moustiques et le milieu, parce que je vais vous dire un truc, si on continue dans les villes ou ailleurs à utiliser massivement des produits toxiques pour les tuer, je vous rappelle qu'on en respire une bonne partie. Et puis en plus, tous ces machins électriques qu'on met aux prises. Donc la bonne vieille moustiquière reprend de sa place dans le débat. Et la moustiquière, donc, qui est un obstacle physique, mais aussi il y a d'autres façons de l'éradiquer qui est moins toxique, par exemple les lampes violettes avec des résistances électriques. Mais en même temps, il faut peut-être qu'on réfléchisse, selon les territoires, à veiller à ce qu'on réintroduise le prédateur. C'est un peu comme la coccinelle qui, à un moment donné, dans la lutte intégrée, est introduite dans les champs de tomates pour manger les pucerons. Dans la lutte intégrée agricole, les agriculteurs, ils ne sont pas tous négatifs, au contraire, il y a des gens qui ont réfléchi à la question de la lutte intégrée et qui, pour la production de tomates, ont développé des solutions. Comme on a visité avec Annelise récemment, et vous avez là... Jean-François. Gast, il est là. Ouais. Je m'appelle, excuse-moi, Jean-François. On a ici un présentoir de graines bio, qui viennent de biosemences. On a visité l'endroit où ils multiplient les graines. Alors moi, honnêtement, on apprend tous les jours des choses. Il y a des champs multiplicateurs, c'est-à-dire qu'ils plantent des produits. Oui, il y en a. Non, mais ils allons dans toute la France. Mais là, nous, on a visité l'endroit. Et c'est fabuleux comment c'est organisé. Sous les serres, dans les serres, ils mettent des rangées de plantes naturelles qui sont des répulseurs à parasites. Capucine. Oui, mais il y en a plein. Alors là, je ne vais pas te dire tous les noms. Ça veut dire que tout ça est très, très important de savoir. Ça veut dire qu'on peut très bien réfléchir. Quand on aménage la ville, on fait une nouvelle rue, un nouveau jardin public, à réfléchir au type de végétation qu'on a mis. Ben nous, ça fait un tollé. On a près de l'abbaye de Saint-Victor et à notre quartier, on a refait des jardins publics complets. On a demandé aux services municipaux de travailler à des solutions de plantes méditerranéennes. On les a plantées, on a inauguré les jardins. J'ai vu la réaction de mes habitants, c'était parce que ces plantes méditerranéennes, c'était pas rigolo, quoi. C'était pas coloré,
C'était pas dans les goûts de l'idéologie dominante. Quand on voit les jardins, on voit certains types de plantes, et là, il n'y avait pas ça. Ouais, et bien, il n'y avait pas de laurier rose. Donc, de fait, ça veut dire qu'il faut faire de l'éducation comme pour l'alimentation. Et donc, je vais terminer mon exposé, comme ça j'ai tenu le pari, c'est sur la citoyenneté. Voilà. Alors ça, c'est fabuleux, c'est à la fois vrai et faux. 5 fois plus de participants dans les sciences participatives. C'est quoi les sciences participatives? C'est tous ces événements, la journée de la science, je ne le vois plus, notre ami Nathanaël, mais c'est tous les moments où on incite les gens à faire de la vulgarisation scientifique et autres. Oui, il y a beaucoup plus de monde. Mais honnêtement, qui c'est qui pratique ça, qui le met en œuvre? C'est souvent des associations avec des emplois précaires, des moyens limités, et le MNE 93 en sait quelque chose. Il a fallu qu'il arrête ces emplois qu'il avait, parce qu'il n'avait plus les moyens de les payer ou d'en garder, parce qu'il n'y avait plus de subventions. C'est-à-dire que les services, le service public, les services de l'État, se déchargent sur les associations qui avaient des moyens dérisoires, mettent en œuvre de l'éducation populaire à l'environnement ou aux sciences. Par exemple, il y a l'Institut qui faisait la promotion de la culture scientifique et technique, qui était dans la loi du premier gouvernement de Mitterrand. Je ne sais pas si vous vous rappelez, les anciens, là, les cheveux blancs. Là. Mitterrand, il y avait plusieurs ministères qui avaient été créés, notamment celui de la culture scientifique et technique, avec un secrétariat d'État et des moyens pour développer dans toutes les régions des gens qui développaient la culture scientifique et technique. Ben aujourd'hui, c'est fait par des moignons d'associations. Non, mais il y a des gens qui n'ont pas des moyens. Ou alors, il faut aller chercher les moyens sur les majors qui polluent. Veolia, la Lyonnaise des Eaux, ou alors Renault Poulenc, ou je ne sais pas si ça existe encore, mais toutes ces boîtes de pétrochimie, Total, on va leur demander du pognon pour faire de la vulgarisation scientifique, ce qui leur donne à eux des moyens de défiscaliser un peu d'argent, et puis par ailleurs, de ne pas changer leur process, quoi. Donc il faut se poser des questions. Mais les gens, non, mais ça, le côté positif, parce qu'il y a toujours un côté négatif et un côté positif, et qui doit nous encourager quand même à faire des choses. C'est que les gens, un peu comme ils attendent des produits de bonne qualité, des produits bio, il y a une attente. C'est pour ça que certains abusent des labels ou trompent les gens sur la marchandise. Parce qu'il y a une aspiration à manger sain. Mais il y a des gens qui ont envie d'activités, de connaissances, d'expos, de culture. C'est pour ça que la FOL, Fédération des œuvres laïques, dans ses activités de centre, mettent des expos. Vous mettez des expositions il y a des expositions pour les enfants ou des activités. Enfin, moi j'en ai vu, peut-être pas ici, mais il y a des activités pour les enfants. Il y a le bassin qu'on a vu. Hier, il y a un bassin, on n'a pas pu le voir parce qu'il est sous le hangar en bois, là, qui fait du bruit. J'ai demandé aux jeunes techniciens, enfin au gars du service technique, il m'a dit c'est une reconstitution du bassin. Ben oui, voilà. Non, mais voilà, le bassin, il y a des actions éducatives qui sont mises en œuvre par des associations. Mais il n'y a pas forcément en face les moyens pour y arriver. Voilà.